Avez-vous déjà entendu parler de Jane Goodall? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Jane est une femme incroyable, une ethnologue et scientifique anglaise dont les travaux ont significativement changé le regard que l'on portait sur nos cousins les chimpanzés. Vous allez être surpris par la portée de ses travaux en France et dans le monde entier. Le Jane Goodall Institute, organisation mondiale de conservation fondée par Jane, détient aujourd'hui un record, celui de la plus longue étude scientifique menée sur une espèce avec plus de 60 années d'études sur les chimpanzés. Dans cet épisode, vous allez découvrir Galit Kenan, directrice de l'Institut Jane Goodall France. Galit vous emmène dans une conversation autour du monde, d'un projet de conservation à une campagne d'éducation, en passant par des collaborations avec des figures du monde des ONG, comme Yann Arthus Bertrand et bien sûr Jane Goodall, ainsi que des dizaines de rencontres avec activistes et jeunes engagés. Vous allez voir, les expériences de Galit font écho à sa mission: créer un monde désirable où l'homme vit en paix avec les autres animaux. Qu'est-ce que l'humanité, si ce n'est une espèce connectée aux autres? C'est parti. Bonjour Galit, Bonjour Marie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. merci à toi pour cette invitation. Alors Galit, tu es donc directrice du Jane Goodall Institute France. Le Jane Goodall Institute, c'est une organisation mondiale de conservation fondée par le docteur Jane Goodall en 1977. Et la branche française a été créée dans les années 2000, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, avant de parler de l'Institut et de tout ce que vous pouvez y faire, ça me semble essentiel de commencer par parler de Jane Goodall, notamment pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît, par nous présenter qui est Jane Goodall? Avec grand plaisir. Jane est une dame qui a aujourd'hui 89 ans, depuis quelques jours, D'accord. et qui, à l'âge de 20 ans, est partie dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, sans aucune formation scientifique, Donc, elle est partie en quelle année? J'ai pas fait le calcul de tête. en 1960. D'accord, ok. Et elle est partie en Tanzanie, une copine l'avait invitée, long voyage en bateau à l'époque, etc. Et pour se faire un petit peu de sous, elle a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Louis Leakey, qui est un célèbre paléontologue, et qui lui a proposé d'aller sur le terrain en Tanzanie, observer les chimpanzés sauvages. Ce qu'elle a fait. Elle est partie sur le terrain, ce que personne n'avait jamais fait. Elle est D'accord. arrivée et au début, quand elle le raconte, c'est très drôle. Elle dit, moi, au début, je ne voyais que les fesses des chimpanzés. Ah bon, pourquoi? Oui, dès qu'ils me voyaient, ils avaient peur et ils partaient en courant. Donc, elle a mis des mois à ce qu'ils s'habituent à sa présence. Et au bout d'un moment, petit à petit, elle a pu les observer de plus en plus près et elle a fait une découverte majeure qui a été de se rendre compte que les chimpanzés savaient créer et utiliser des outils. D'accord, ok. Et à l'époque, c'était la définition de l'être humain. Donc en fait, sa découverte a vraiment changé la place de l'humain, de l'homme, au sein du règne animal. Ça a été extrêmement mal pris par les scientifiques de Je peux l'époque. imaginer, effectivement. Comment cette jeune femme, blonde, avec des belles jambes, sans formation scientifique, enfin je te passe tous les poncifs Mhm. sexistes et autres qui ont pu être émis à cette époque. Et la chance qu'elle a eue, c'est que National Geographic a envoyé un réalisateur à ses côtés qui a pu filmer la scène. Et donc ces découvertes n'ont pas Ok. pu être mises en question. En observant les chimpanzés, elle a également brisé beaucoup d'autres tabous de la science à l'époque. Elle donnait des noms aux chimpanzés et non pas des numéros. Elle les regardait avec ce qu'il considérait beaucoup trop d'empathie, beaucoup trop de façon pas assez froide, considérait-il, et donc D'accord. pas assez scientifique. Il a fallu beaucoup de temps pour que son travail scientifique soit reconnu à sa juste valeur. Et en fait, Jane, assez rapidement, s'est rendue compte que pour protéger les chimpanzés et la faune sauvage en général, il fallait protéger
leurs habitats naturels, donc en l'occurrence les forêts sauvages, et que tout ceci ne pouvait être fait que par, pour et avec les populations locales. En fait, une approche globale, une approche holistique qui semble évidente aujourd'hui, mais qui à l'époque était vraiment révolutionnaire. Et surtout, en fait, ce qu'elle disait, c'est les gens et les ONG sur le terrain travaillent souvent en silo. Il y a ceux qui aident les animaux, qui protègent les animaux. Il y a ceux qui sont là pour restaurer les forêts, faire de la reforestation. Il y a ceux qui sont là pour apporter une aide économique et sociale aux Mhm. populations locales. Et les uns et les autres travaillent les uns à côté des autres, mais pas ensemble, en silo un petit peu, et voire parfois même les uns contre les autres. Et l'apport de Jane, ça a été entre autres de dire, en fait, il vaut mieux travailler ensemble sur un lieu, quitte à ce qu'il soit plus petit, mais sur le long terme, en pensant les projets avec les populations locales, en les mettant en place avec elles, pour que ce soit en leur bénéfice, Mhm. et en plus que ce soit au bénéfice de la faune locale et de la flore locale. Et donc c'est comme ça qu'elle a créé le Jane Goodall Institute en 1977. Ok, quel travail. C'est assez impressionnant. Effectivement, j'ai envie de revenir sur un point qui est que tu disais qu'elle n'avait pas de connaissances scientifiques et qu'elle se retrouve en fait embarquée quelque part dans ce projet. Exactement. Est-ce qu'elle avait déjà quelque part des prédispositions un peu particulières? Parce que je me demande quelque part, est-ce que tout le monde pourrait faire la même chose qu'elle? Qu'est-ce qui a rendu peut-être son approche si particulière? Alors elle dit que Louise Leakey l'a choisie parce qu'elle était très curieuse, très déterminée, Ok. qu'elle adorait l'Afrique et qu'elle adorait les animaux. Et en fait, Louis Leakey, c'est un monsieur qui a également envoyé sur le terrain Gal Ducasse et Diane Fossé. Et donc, on a appelé ces trois femmes les trimates pour rigoler, puisqu'elles travaillaient donc sur les orang-outans, sur les gorilles et sur les chimpanzés. Et les deux autres femmes en question sont des scientifiques qui avaient déjà un doctorat, etc., quand elles sont parties sur le terrain. Et en ce qui concerne Jane, c'est vraiment sa détermination qui a été clé. Et elle dit que c'est également beaucoup le soutien de sa maman. Alors ça peut Ok. sembler étonnant, mais en fait elle dit, j'ai toujours eu ce rêve depuis que j'étais toute petite. Euh, Elle pouvait s'enfuir de la maison, aller dans le poulailler, passer la nuit dans le poulailler pour Ah oui. comprendre d'où viennent les œufs, quoi. Ok. Avec toute la famille en transe qui cherche la gamine, Mhm. etc. Enfin voilà. Et au lieu de la gronder, sa mère l'a encouragée en disant c'est super, tu as raison. Et donc je pense qu'on voit tout de suite par cette anecdote euh, à la fois sa patience, à la fois son intérêt sincère, et j'ai déjà utilisé le terme détermination, mais je pense qu'il la caractérise vraiment. C'est vraiment la force tranquille, Jane. Euh, c'est quelqu'un qui va prendre le temps. Ok, et justement, j'ai envie de rebondir sur ce dernier point de prendre le temps. Tu dis qu'au début, c'était difficile, que elle a quelque part du mal à s'imposer. Tu cites notamment le fait que le cinéaste qui produit un film sur ses recherches l'aide à montrer les découvertes qu'elle fait, notamment sur le rapport entre le chimpanzé et l'utilisation d'outils. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui lui permettent de faire entendre ses recherches et de gagner la place qu'elle a aujourd'hui? Oui. Alors, il y a le fait que Jane, par exemple, si on prend Diane Fossé, Diane s'est retrouvée rapidement en conflit avec les populations locales autour. Jane avait une autre approche qui a toujours été celle de parler, celle d'essayer de convaincre, de parler au cœur, d'expliquer, de prendre le temps de la sensibilisation, de l'éducation, de l'incitation à l'action. Alors ça prend plus de temps, ça c'est sûr, mais sur le long terme, ça va vraiment être quelque chose d'important. Et l'autre chose que je soulignerais, c'est le fait que Jane a toujours utilisé les dernières technologies. Elle a jamais eu peur de la technologie et de l'utiliser sur le terrain.
Et ça, c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui pour nous à l'Institut sur le terrain, où on a des partenariats avec Esri, avec la NASA, avec Google, qui Mhm. font de la R&D, de la Recherche et recherche et développement. développement spécifiquement pour nous, etc. Microsoft, enfin voilà. Elle dit que c'est une de ses raisons d'espérer, l'indomptable intelligence humaine. Ça va être une des choses qui va lui permettre sur le terrain et qui va nous permettre sur le terrain de pouvoir avoir un impact le plus important possible, de pouvoir le mesurer Ok. également. C'est extrêmement important pour nous non seulement de prioriser nos actions, mais également de pouvoir les mesurer de façon à voir ce qui fonctionne moins, ce qui fonctionne pas du tout, ce qu'il faut faire changer, ce qu'il faut changer tout simplement. C'est vraiment intéressant cette mise en place de KPI, de critères. Il y a vraiment une approche extrêmement scientifique au sein du Jane Goodall Institute qu'on va retrouver à toutes les étapes, dans la création des projets, dans la mise en place des projets, dans le suivi des projets, qui est, je trouve, extrêmement intéressante. Et dans le monde dans lequel on vit, je trouve que du coup, la position de Jane est particulièrement intéressante parce que c'est une femme, Mhm. d'abord. C'est une scientifique, une grande scientifique. C'est, je crois qu'on peut utiliser le terme une icône de la protection animale. C'est une activiste environnementale. Et le fait qu'elle soit à la fois scientifique, à la fois messagère de la paix auprès des Nations Unies. Est-ce que juste tu peux nous préciser ce que veut dire messagère de la paix pour les Nations Unies? Mais Parce que avec plaisir, j'avoue que je ne le savais pas avant de rencontrer Jane. c'est ce que j'allais dire. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Alors en fait, au sein de l'ONU, il y a par exemple des ambassadeurs de l'UNEP, du programme environnemental, etc., comme peut l'être Yann Arthus Bertrand par exemple, Mhm. voilà. Et il y a des messagers de la paix. Des messagers de la paix, il y en a 12 dans le monde. Et D'accord. donc ce sont des gens que l'ONU décide de nommer pour la parole qu'ils portent, pour l'espoir qu'ils portent, pour ce message de paix qui est intrinsèque à la fois à leur travail et leur action, mais aussi au discours qu'ils portent et au futur qu'ils nous présentent. Très intéressant et absolument exceptionnel. Donc tu nous disais effectivement c'est une femme scientifique, icône, activiste, messagère de la paix. Mais oui, et le fait qu'elle soit scientifique, le fait qu'on s'appuie sur la science, que c'est vraiment au cœur de notre travail, on continue les recherches que Jane a commencées il y a plus de 60 ans à Gombe, continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est la plus longue recherche sur les chimpanzés sauvages qui peuvent exister. Ah oui, effectivement. Ah oui, oui, et puis avec des impacts extrêmement importants. On a par exemple un hub sur One Health. One Health, juste pour rappeler, c'est Vas-y, je t'en prie. c'est un concept qui a été créé à peu près au début des années 2000, qui considère que la santé environnementale, la santé humaine et la santé animale sont liées. Ce que nous a rappelé Big Time la J'allais te Covid-19 il n'y a dire, pas si le Covid longtemps. en était un bon rappel. Voilà. Et donc, par exemple, nous, c'est quelque chose dans lequel nous sommes extrêmement impliqués depuis des années. Les chimpanzés partagent 98,6 de leur ADN avec nous. C'est vraiment nos plus proches cousins. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, en faisant des recherches sur les chimpanzés, en pouvant alerter en disant attention, on a tel virus ou on a telle maladie qui est en train d'arriver sur le terrain à tel endroit, puis à tel endroit, et puis qui se développe, on est un peu des sentinelles, si je puis Oui. exprimer ce terme, qui allons alerter au niveau local, au niveau du district, au niveau régional, national, international avec l'OMS. Et donc, ça permet de lancer des alertes si besoin est et de pouvoir travailler sur leurs évolutions des virus, ce qui sont particulièrement importants quand on sait que on considère qu'environ 75% des virus qui arrivent à l'homme aujourd'hui Mhm. sont d'origine zoonotique, donc on connaît tous ce terme depuis quelques années, Effectivement. qui sont passés d'un autre mammifère à l'humain. Ok, effectivement, donc là on commence à parler des actions que vous menez au Jane Goodall Pardon. Institute, c'est très très bien. Donc je récapitule, d'une part tu m'as parlé de One Health, donc ce programme de recherche. Ensuite tu m'as parlé plus généralement de la continuité scientifique
des projets de Jane Goodall qui est mené. Est-ce que peut-être tu peux nous remonter d'un cran, j'ai envie de dire, et nous parler des grandes missions que vous menez? Avec grand plaisir. Au sein du Jane Goodall Institute, on va vraiment avoir 2 axes Ok. d'action. La première, ça va être la recherche, la science, Mhm. mais aussi la conservation. Et donc là, ça va être la recherche à la fois théorique et à la fois appliquée. Ça va être Est-ce que tu peux juste oui. rappeler la différence entre théorique et appliqué? La recherche théorique, c'est de la recherche qui va permettre de faire avancer notre niveau de connaissance dans un domaine. La recherche appliquée, c'est le fait de dire, par exemple, quels sont les impacts en médecine des découvertes qu'on vient de faire. Ok. Les chimpanzés, par exemple, on le sait depuis longtemps et d'ailleurs une chercheuse française est très à la pointe sur ce domaine, Sabrina Krief. Quel va être l'impact, comment l'observation de ce que font les chimpanzés et des plantes qu'ils utilisent peut nous donner des idées sur des plantes que nous, on va utiliser dans notre médecine et Mhm. comment on peut l'appliquer pour nous, les humains. Ce que font les peuples premiers anciens depuis très longtemps, accessoirement. Donc, ça va être la recherche, la science, d'une façon générale. Ça va être la conservation. La conservation, elle peut prendre beaucoup de formes. On va avoir des sanctuaires sur le terrain. On en a un, par exemple, au Congo, qui s'appelle Chipunga, D'accord. qui est le plus grand sanctuaire pour chimpanzés d'Afrique. Et qu'est-ce qui va caractériser un sanctuaire, par exemple, par rapport à une aire protégée? Alors, C'est dans peut-être un une question très naïve, mais non, pas je du préfère tout, te la poser. extrêmement importante. Merci beaucoup de la poser. Un sanctuaire, ça va être un lieu où on va pouvoir accueillir des animaux, en l'occurrence qui sont orphelins ou alors issus du trafic d'animaux sauvages. Je me permets de rappeler, 4e trafic au monde, Mhm. on n'est pas, c'est pas de jouer avec sa carabine et sa casquette. On est vraiment sur une mafia organisée, internationale, Ok. etc. Ça va être des animaux blessés. Et donc, nous, on va pouvoir les accueillir, leur apporter des soins vétérinaires et leur apporter aussi tout l'amour dont ils ont besoin, qui est extrêmement important puisqu'on sait que le lien entre une maman chimpanzé et son bébé est extrêmement fort pendant des années. Mhm. Et donc, c'est tout le travail des mères de substitution, comme on dit, des mother takers, qui vont s'en occuper H24, 7 jours sur 7, pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce que on puisse intégrer le chimpanzé au sein d'un groupe social qui aura été Ok. choisi en fonction de son caractère, de son âge, de ses affinités avec d'autres copains, etc. Et ensuite, si on garde l'exemple de Chipunga, le rêve de tout le monde, c'est de pouvoir les relâcher en liberté. Mhm. Évidemment, ça c'est merveilleux quand c'est possible et quand ça arrive. Et actuellement, on est en train de travailler à un très grand relâché, très important, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui prend des années, qui est très difficile à mettre en place, beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Et justement, qu'est-ce qui est difficile, en fait, pour relâcher les chimpanzés en liberté? Il faut que ce soit fait au bon moment, au bon endroit, avec des chimpanzés qui peuvent survivre en liberté. Ces chimpanzés ont été habitués à l'homme, Mhm. n'en ont plus la même peur. Il faut les réhabituer à chercher à manger, à être en autonomie Ouais. complète et totale, alors que ça n'a pas été le cas pendant des semaines, des mois, des années. Donc c'est ce qui rend les choses un petit peu difficiles. Il faut que la taille du groupe soit suffisante. Enfin, il faut que le lieu où ils soient soit un lieu adapté pour eux et pour autant suffisamment à l'écart de trafiquants ou de braconnage ou de Ouais. bushmeat, etc. Enfin, Il y a énormément de caractéristiques à prendre oui, en compte, en fait. oui, qui est vraiment malheureusement beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait le croire. Et c'est pourquoi au Jane Goodall Institute, on a acheté 3 îles D'accord. qui sont juste à côté de notre sanctuaire, dans lesquelles on peut par contre relâcher les chimpanzés en semi-liberté. Ça veut dire que nous, on va assurer avec nos éco-gardes, avec nos rangers, Mhm. leur sécurité.
Des vétérinaires vont aller sur place régulièrement pour vérifier que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de maladie qui se propage, etc., etc., et apporter la nourriture complémentaire par rapport à ce lieu où ils n'auraient pas tout ce dont ils ont besoin. Donc voilà, ça c'est un exemple de sanctuaire, mais on travaille également parfois dans des réserves naturelles, soit qu'on peut gérer, soit qu'on peut co-gérer, enfin vraiment on va s'adapter au lieu à chaque fois et essayer d'apporter notre petite goutte, essayer d'apporter notre aide à un écosystème. Si je prends l'exemple du Sénégal, où nous agissons à Dindéfelo, qui est une réserve communautaires, donc gérés par les communautés locales, Mhm. mais qui font appel au Jane Goodall Institute pour faire tout le suivi de la situation des chimpanzés, comment ils se portent, est-ce que ça se passe bien, et nous on essaye d'apporter en plus, évidemment comme toujours, cet apport à 360 avec de l'aide aux populations locales, et par là j'entends l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, du woman empowerment, du microcrédit si nécessaire, etc., etc. Voilà, donc ça va être vraiment l'action sur le terrain, recherche, science et conservation. Très Le clair. Ouais. deuxième axe dans lequel on va se développer, ça va être également un programme qui s'appelle Roots and Shoots, donc des racines et des bourgeons. Je le Mhm. dis parce que moi au début je croyais que c'était de l'humour au 3e degré, je D'accord. connaissais pas. Et ce programme a vraiment vocation à inciter et accompagner des jeunes qui ont envie d'agir pour un monde meilleur. Et toujours avec notre triptyque, un monde meilleur, plus harmonieux pour les hommes, pour les autres animaux et pour notre environnement partagé. Et du coup, c'est un programme qui est super intéressant parce qu'il commence par une cartographie. La première chose que je fais, c'est je regarde autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a pour les humains? Qu'est-ce qu'il y a pour les autres animaux? Qu'est-ce qu'il y a pour la nature? Est-ce qu'il y a des réfugiés, des SDF, des personnes âgées qui ont besoin d'aide, des bébés? Enfin, voilà. Est-ce qu'il manque... On parle de la situation en fait dans laquelle sont les individus. Tout à fait. Ok. Et on va vraiment regarder, mais chez moi, de façon locale, dans ma communauté. Et en faisant cette cartographie, on se rend compte de ce qui manque. Et quand on se rend compte de ce qui manque, ces jeunes vont avoir envie d'agir. Et c'est eux qui décident comment et sur quel sujet ils ont envie d'agir. Et là, ils vont se rendre compte d'un truc dingue, c'est que quand on agit, il y a des résultats. Quand il y a des résultats, on est content. Quand on est content, on le célèbre. Et du coup, ça crée une dynamique positive Oui, qui un donne cercle envie vertueux. aux autres. Exactement. Est-ce que tu as un exemple un peu concret d'un jeune qui a fait cet exercice, ou peut-être même de toi, si tu l'as fait, si tu l'as fait de cette cartographie? Alors non, moi je l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'ai énormément d'exemples qui me viennent. Un des exemples qui me vient tout de suite parce que c'est dans notre actualité aujourd'hui, c'est Constance Cordier qui faisait partie de 190 à l'ESCP, qui a voulu s'engager au sein du programme Roots and Shoots, qui fait partie des Global Shapers, qui est une super Mhm. organisation, voilà, euh, et qui s'est dit pour les jeunes étudiants aujourd'hui, il manque le fait que notre parole, que nos mots puissent avoir un impact, qu'on puisse réfléchir sur la paix. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extrêmement anxiogène. On sait quel est le taux d'éco-anxiété chez les jeunes qui est vraiment extrêmement important. On sait qu'on vit dans un monde avec une situation géopolitique loin Oui. d'être évidente, une chute de la biodiversité, on parle quand même de la 6e extinction des espèces, le changement climatique, enfin, tout ça est quand même pas évident. Et du coup, elle a eu envie de monter un concours d'éloquence sur la paix. D'accord, ok. La paix entre les hommes, la paix avec les animaux et la paix avec notre environnement partagé, avec la nature. C'est un concours qui a eu énormément de succès puisqu'on a eu des centaines d'inscrits. L'idée a été Incroyable. de dire, ouais, franchement, C'est c'est génial. génial. Ouais, ouais. Et c'est un très beau projet. Chaque engagement valait impact. Donc, chaque étudiant qui s'est inscrit, on a planté un arbre. Chaque école ou université qui s'est engagée, on a sensibilisé une école ou une université en Tanzanie en plantant un arbre
en permettant à chaque élève de cette école de planter un arbre. Ils ont choisi les essences, où, quand, quoi, comment, ceux qui ont choisi de faire un potager, ceux qui font une forêt partagée, enfin, vraiment avec des projets de terrain super intéressants derrière. Et on est actuellement sur la demi-finale et la finale va se tenir dans le cadre de la conférence Change Now le D'accord, oui. samedi 27 mai de 14h à 16h et on vous attend tous très nombreux. Il y aura énormément de très belles personnalités qui nous soutiennent puisque les 3 finalistes vont avoir la chance d'avoir 1 heure de rencontres inspirantes en tête-à-tête avec Jane Goodall, avec Bien Yann sûr. Arthus Bertrand, Ok. avec Mathieu Ricard. Le finaliste va voir sa tribune publiée dans un journal. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de montrer que la paix, l'espoir, il est là. On sait tous que la situation est difficile. Tous ceux qui sont pas dans le déni, on le sait. On Mhm. le lit jour après jour. On en parlait avant cette interview. Les rapports du GIEC qui se multiplient, les rapports de l'IPBES, Ouais. enfin c'est des choses avec lesquelles on grandit jour après jour, semaine après semaine. Et pour autant, on sait qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui existe encore. Elle est là, elle va pas durer longtemps, c'est maintenant qu'il faut agir. Et les mots ont un vrai poids. Les mots sont une façon d'agir. Et la paix, c'est pas que un concept absolu, lointain, philosophique. La paix, c'est aussi une façon d'être au quotidien, une façon d'agir au quotidien, avec empathie, avec bienveillance, en tenant compte de l'autre, en respectant l'autre avec un A majuscule. Voilà, pardon, je peux en parler pendant des heures. Mais c'est un Effectivement, très beau je vois que concours, ça voilà. t'anime Mais et sinon, on l'invitation a est lancée. aussi des écoles qui se lancent et puis qui vont à la fois créer une collecte avec tous les téléphones portables qui traînent dans les tiroirs, qui vont être collectés, recyclés intégralement et les petits sous qui vont se faire, ces écoliers, ils vont les donner à notre sanctuaire qui, lui, va permettre soit de protéger des chimpanzés, soit de reforester et restaurer les sols, soit de donner des bourses d'école à des jeunes filles pour qu'elles puissent avoir un accès à l'éducation en Ouganda. Et c'est ces jeunes qui vont choisir. Et dans la même école, vous allez avoir une collecte de téléphones portables, du travail sur le no waste, sur le fait de réduire ses déchets, Mhm. un travail sur la migration, avec un parallèle entre la migration des oiseaux, des martinets noirs, qui sont des oiseaux passionnants. Alors là encore, on peut en parler pendant des heures, qui vont voler sans s'arrêter, sans s'arrêter pour dormir. Et Ok, quand ils incroyable. reviennent, ils ont besoin de leur nid. Et donc, si nous, dans le cadre de notre urbanisation complètement folle, on ne remet pas leur nid, à ce moment-là, c'est des oiseaux qui ne vont pas pouvoir mettre bas, etc. Enfin, et faire le parallélisme avec la migration des humains, avec malheureusement les réfugiés climatiques. C'est super intéressant de voir des jeunes au collège, au lycée, à la fac travailler sur ces sujets-là. C'est vraiment merveilleux. Dans la même école, vous allez trouver des jeunes qui vont se sensibiliser sur le trafic des animaux sauvages. Parce que oui, nous aussi, ici en France, on peut agir. Chacun d'entre nous peut agir. C'est une phrase de Jane que je trouve très belle. Elle dit, chacun d'entre nous a un impact chaque jour. À Mhm. nous de savoir quel impact on veut avoir. Effectivement, c'est très vrai. Et à la base, on se dit, ouais, bah, c'est vrai, voilà. Mais en fait, quand on essaye de le mettre en application sur l'ensemble des actions qu'on a chaque jour, ce qu'on va acheter, la façon dont on va consommer, la façon dont on va manger, dont on va voyager, ce qu'on va voter, bah oui, tout ça, on a un impact. Et si tous collectivement on se mobilise, alors on peut être le changement qu'on aimerait voir dans ce monde, comme le dit la citation. Je pense que le point que tu soulignes sur le fait de voir son impact, il est clé et on se rend bien compte que quand on fait son bilan carbone, j'imagine que tu as dû le faire aussi à un moment, effectivement, on voit et ça devient visible l'impact CO2. Malheureusement, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi effectivement l'impact qu'on peut avoir sur la biodiversité. Mais c'est vrai que c'est absolument essentiel d'en prendre conscience. Ah, tout à fait. Et puis, je vous invite tous à faire votre empreinte forêt également. Ah oui, Il y si a tu as des énormément de recommandations sujets. pour... Ouais, Oui, oui, oui. j'avoue que je ne connais pas l'empreinte forêt. Ah ben, on le mettra dans Dans les les... notes de l'épisode. Ça Exactement, marche. avec plaisir.
On s'est embarqué sur plein de terrains, c'était génial. On a parlé des deux grandes missions du Jane Goodall Institute. Oui, on est arrivé sur Roots and Shoots et les actions donc que pouvaient mener certains jeunes. J'ai envie de prendre un petit peu de recul et de comprendre à quel point vous êtes implanté en fait à l'échelle mondiale. Il y a effectivement l'Institut Jane Goodall France. J'imagine que vous êtes présent dans d'autres pays. Tu m'as beaucoup parlé notamment de pays d'Afrique. C'est quoi votre implantation à l'international? Alors, nous avons ce qu'on appelle des chapitres. Donc, en fait, on a des instituts dans 24 pays dans le monde. Et notre impact avec le programme Roots and Shoots va être d'environ 65 pays dans le monde. D'accord, ok. Donc voilà. Et après, sur le terrain en Afrique, on est présent sur la ceinture équatoriale africaine, là où historiquement étaient présents et sont présents les chimpanzés sauvages. Ok, très bien. On a beaucoup parlé donc, Galit, ensemble du Jane Goodall Institute et de Jane Goodall, mais on n'a pas encore parlé de toi. Donc aujourd'hui, je disais en intro, tu es la directrice de l'Institut France. Tu me disais que toi, tu viens plutôt du monde à la base de l'audit, du conseil. Quel a été ton parcours? Ça a été quoi les éléments marquants qui ont fait que tu es arrivée aujourd'hui au Jane Goodall Institute? Bah, je sais pas. Moi, je suis juriste de formation. J'ai fait du droit Ok. parce que je trouvais que étudier le droit était une merveilleuse façon de mieux connaître le monde dans lequel on vit pour pouvoir le changer de l'intérieur. Donc tu avais déjà cette envie-là au début de ta carrière? Peut-être, oui. Bah, j'ai beaucoup été au scout aussi, donc le fait, la collectivité, prendre soin les uns des autres, prendre soin de notre environnement, c'est quelque chose qui était important pour moi. Et quand j'ai fait du droit, j'ai fait à la fois du droit européen, mais aussi du droit international public, en travaillant beaucoup sur les problèmes des réfugiés, sur le problème de l'eau et de l'histoire des idées politiques. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de savoir pourquoi les lois qui nous régissent aujourd'hui, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles sont encore pertinentes, est-ce que je pense que plus on connaît son passé, plus ça sera facile de savoir quels sont les points sur lesquels on peut travailler pour changer ces lois pour le futur. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, je me suis rendu compte que finalement, le droit, je trouvais ça passionnant à étudier, mais ça serait moins ce dont j'avais envie de faire dans mon quotidien. D'accord. Donc du coup, j'ai fait complètement par hasard un master où j'ai rencontré des gens merveilleux, mais où surtout par hasard, j'ai découvert ce qu'on appelait à l'époque, en tout cas un Big Five, un cabinet de conseil et d'audit. Mhm. Je suis rentrée chez Arthur Andersen, qui est une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, D'accord. et j'ai eu la chance de bosser un an et demi, faire un break un an et demi, rebosser un an et demi, refaire un break de 2 ans, repartir, revenir. Enfin voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter souvent, ce qui m'a permis de pouvoir partir 2 ans sac à dos en Amérique du Sud, ce qui m'a permis de pouvoir partir étudier en Californie, enfin voilà, faire d'autres choses qui m'intéressaient. Et les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré un monsieur, Alain Michel, qui avait une idée complètement folle, qui était une des fois où je venais de démissionner de chez Arthur Andersen. Ah, parce qu'à Et chaque fois, tu démissionnais oui, pour pouvoir oui, parce que partir. j'avais besoin de me sentir libre. Et en fait, il avait cette idée un peu folle de dire le dialogue interreligieux entre les juifs et les musulmans n'est pas suffisamment fort. Il faut œuvrer. C'est extrêmement important pour la paix. On revient à ce Mhm. concept. Et si on bossait dessus? Alors pour l'athée agnostique que je suis, ça a été une aventure absolument passionnante. Ouais. On a organisé un congrès avec 100 rabbins et 100 imams du monde entier qui se sont retrouvés, qui ont réfléchi ensemble, qui ont décidé de mettre en place des actions ensemble dans leur pays. Ça a été vraiment une aventure passionnante et le début de ma vie en ONG en fait. Et j'ai envie de rebondir sur cette expérience qui est quand Ouais. même assez unique. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu en retires? J'ai trouvé extrêmement intéressant de pouvoir
discuter et travailler avec ces personnalités sans leur environnement, sans leurs assistants, sans leurs aides, sans personne autour. Et le fait qu'ils puissent se rencontrer dans un lieu neutre, qu'ils puissent échanger entre eux. On dit souvent que pour respecter l'autre, il faut le connaître et il faut l'aimer. Et en fait, tout ne peut venir que par la rencontre. Une rencontre sincère qui se fait dans des conditions, si possible, les plus bienveillantes qu'on puisse envisager. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à notre tout petit niveau. Et ce que j'en retire, c'est oui, la force du respect. C'est certainement un des mots, ouais, le respect de l'autre. C'est vraiment ce qui va d'ailleurs me poursuivre après sur l'ensemble de ma vie professionnelle. Et en fait, c'est un peu comme si mon travail suivait ma propre progression intellectuelle. D'abord, Mhm. ça a été le respect de l'autre, l'humain. Oui. J'étais très politisée dans le sens police de la cité, la res publica, etc. Enfin, voilà les rapports entre les humains. Je travaillais beaucoup avec des réfugiés, etc. Enfin, voilà. Ensuite, la prise en compte de l'environnement, de la nature. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Arthus Bertrand et un projet complètement fou, Un deuxième? merveilleux. Ah oui, tout à fait. Qui s'appelait 6 milliards d'autres, qui était une sorte de portrait vidéo de l'humanité à un moment T donné. En fait, Baptiste Rouget-Lucher et Sybille Dorgeval ils sont partis à 6 réalisateurs sur le terrain Mhm. pendant 4 ans, poser toujours les mêmes 40 questions à 5000 personnes dans 89 pays. Waouh. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce que tes parents t'ont transmis? C'est quoi la nature pour toi? C'est quoi le progrès pour toi? C'est quoi le pardon? Oui. C'est un projet merveilleux que j'ai trouvé incroyable, avec toute la folie et la bienveillance de Yann Arthus Bertrand qui a une confiance totale dans ses équipes et et avec qui on a fait des expositions dans le monde entier, en France, à Paris, au Grand Palais, puis ensuite dans le monde entier. Alors après, il a présenté des projets différents qui s'appellent Human puis Woman Oui, ok. et qui sont des films vraiment extraordinaires. Je vous recommande à tous quand on aime l'autre, quand on veut rencontrer l'autre. Là encore avec un A majuscule, Mhm. c'est vraiment c'est merveilleux d'entendre ces gens du monde entier vous parler avec une sincérité, avec une intimité, des choses les plus profondes. Bah, tu vois, ça me donne envie de revoir Human et Woman. Eh ben avec plaisir. Et ensuite, du coup, c'était assez naturel hein, que, à la fois intellectuellement, puis dans mon métier, quand j'ai quitté la fondation Good Planet et que Jane m'a fait la gentillesse de me proposer de prendre la direction du Jane Goodall Institute France, c'était le respect de l'autre, l'humain, la nature, mais aussi les autres animaux. Justement, cette expression, l'homme et les autres animaux, elle m'a un petit peu intriguée, je t'avoue, la première fois qu'on s'est rencontrés. Est-ce que finalement, t'as toujours eu cette conscience que l'homme était un animal parmi les autres, ou est-ce qu'elle s'est forgée petit à petit au fur et à mesure de tes expériences et de tes rencontres? Alors malheureusement, je dois dire qu'elle s'est forgée petit à petit. C'est Ouais. pas quelque chose que j'ai depuis toujours, comme beaucoup d'entre nous. Pendant assez longtemps, j'ai vraiment cru que l'homme était à part dans le règne animal. Mhm. Je savais intellectuellement qu'il faisait partie du règne animal, mais inconsciemment, comme beaucoup, en fait, on a vraiment l'habitude de présenter l'homme, alors soit extérieur au règne animal, Ouais, soit en haut de celui-ci. complètement. Et je trouve que c'est un point de bascule vraiment intéressant, le moment où on intègre profondément et sincèrement notre place au sein du règne animal, mais au sein du vivant. Parce qu'en fait, ça nous rappelle
comment l'anthropocène, comment l'impact de l'homme sur l'ensemble du vivant est négatif. Mhm. Ça nous permet aussi de voir l'impact qu'on peut avoir sur d'autres animaux différemment. On sait aujourd'hui que notre régime alimentaire, quand il est carné, peut représenter environ 40% de notre impact carbone. Ça peut être une raison pour le limiter ou s'en abstenir. Mais en fait, le respect de l'autre Oui, on en revient peut en être un à autre, ce point. peut être une autre raison également d'aller vers ce chemin-là. Et donc non, pour répondre à ta question, oui, c'est quelque chose qui est venu progressivement au fur et à mesure de mon engagement, de ma réflexion, de mon ouverture à la fois intellectuelle, d'où l'importance de lire des choses inspirantes, d'écouter des gens inspirants. On parlait avant ce podcast toutes les deux de ces récits de futurs souhaitables Complètement. qui sont tellement importants, tellement déterminants. Si on ne voit que des films dont l'objectif c'est de gagner, qui vont valoriser le fait de gagner plus d'argent, d'être dans la dernière voiture, d'utiliser un jet privé pour aller je sais pas où, enfin, c'est dommage Ouais, de dans ne ce que tu pas dis, nous on passe à montrer. côté de quelque chose peut-être en fait. Il me semble. C'est Anne-Sophie Novelle qui a fait un livre passionnant également sur l'importance de se reconnecter au vivant. Mhm. On le dit tous à notre façon, mais on s'est éloigné. L'urbanisation a fait que nous sommes en France et dans le monde de plus en plus éloignés de la nature. On y va de moins en moins et on se sent de plus en plus déconnecté de la nature. Et ce lien presque charnel qu'on peut avoir juste en se promenant en forêt, en famille, entre potes, c'est un lien qui est extrêmement important pour conserver cette notion. C'est pas réaliser, c'est pour vivre en soi cette interaction du vivant. Le fait que nous, on fait partie de ce vivant, de ce que Jane appelle, je trouve, tellement poétiquement, la tapisserie du vivant. Mhm, effectivement. Et j'aime beaucoup ton expression de vivre l'interdépendance quelque part qu'on peut avoir avec le vivant. En tout cas, ça me parle beaucoup. Je viens de finir le livre de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, Oh, qui est merveilleux. absolument exceptionnel et qui effectivement me fait beaucoup réfléchir sur notre place. Et je te posais la question parce qu'effectivement, je commence à me rendre compte aussi que je partageais comme toi cette vision de l'homme qui est à part et en fait, pas du tout. Et c'est assez surprenant et bouleversant de découvrir ça à un moment et effectivement, je trouve que ça change beaucoup de choses. Tout à fait. Et j'ai trouvé par exemple que le film Animal de Cyril Dion permettait aussi de remettre les choses à leur place à cet égard. Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas encore vu, mais c'est sur la to-do list. Eh ben, tu me raconteras. Ça marche. Et si je reviens à la question de la place du vivant, toi qui es en interaction avec énormément d'équipes sur le terrain, comment vous vivez très concrètement cette question de la place laissée aux vivants? C'est super intéressant comme question parce que c'est vraiment au cœur de l'ADN du Jane Goodall Institute. Nous, quand on agit sur le terrain, notre objectif, ça va être, si possible, que l'impact soit positif pour les hommes, pour les autres animaux et pour la nature. Je vais te donner un exemple. On a actuellement un merveilleux projet de terrain qui est soutenu par Maison du Monde Foundation de restauration des forêts côtières en Tanzanie. Comment est-ce qu'on va agir? Il y a eu de la recherche d'abord. C'est parce qu'on a fait Mhm. de la recherche, des sciences, etc., qu'on va pouvoir mettre en place ce projet. Ce projet, on va le mettre en place avec les populations locales et pour les populations locales. Pour autant, l'objectif, ça va être, là, ces 2 dernières années, on a restauré plus de 410 hectares de forêts côtières. Et là, on sait que ces forêts, elles sont intrinsèquement extrêmement importantes. C'est des hotspots de la biodiversité, etc., etc. Le chimpanzé, c'est un animal parapluie, une espèce parapluie, comme on dit. Ça veut dire que quand on la protège, on sait qu'on protège de facto énormément d'autres espèces.
Ensuite, le chimpanzé va avoir un impact sur son habitat naturel dans les forêts qui est très important. Par exemple, il est pollinisateur. Il va manger des fruits, il va les jeter ensuite dans différents endroits, il va Mhm. déféquer. Enfin, pour énormément de raisons, on sait qu'en le protégeant, on va protéger beaucoup plus d'espèces que uniquement lui. Si je reviens à ce projet de terrain, on va non seulement restaurer les sols, reforester, on a planté plus de 2 millions, d'arbres et cetera, sur le terrain pendant 2 ans. Mais c'est un projet qui va continuer encore pendant 3 années. C'est un projet qui a commencé avec 10 villages pilotes. Au sein des villages, avant de commencer, on prend énormément de temps parce qu'on va travailler avec toutes les populations locales pour qu'elles soient partantes, pour qu'elles aient envie de ce projet, Mhm. qu'elles apportent des éléments au projet complémentaires, supplémentaires, en disant ah oui mais ce serait bien deux et on pourrait également faire ça, ou alors cette partie-là nous elle nous intéresse moins, etc. On va travailler avec l'ensemble des écoles qui sont situées dans tous ces villages, Mhm. qu'on va tous sensibiliser. C'est les enfants qui vont travailler sur les pépinières d'arbres, c'est eux qui vont les planter. Euh, Ils vont créer à côté de chaque école soit un potager, soit une mini-forêt avec des arbres à vocation médicinale, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, par exemple, c'est un projet qui a un impact pour l'humain, qui va Mhm. être sensibilisé, qui va avoir un meilleur environnement, qui comprend l'importance de son patrimoine naturel, l'importance de le protéger et qui agit pour ce faire. Et on sait que quand on commence à agir, généralement on s'arrête plus. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ça, c'est la première chose. C'est un projet qui a un impact sur les forêts, sur ces forêts-là en l'occurrence, qui est très important et a priori vraiment très bénéfique. Comme toujours au Jane Goodall Institute, c'est pas qu'il l'ait fait à l'instant T, c'est pas qu'il ait pensé à plus 2 ans, plus 5 ans, mais à plus 10 ans, plus 50 ans, quel va être l'impact? Et c'est super important de prendre en compte le temps long. Quelles va être les évolutions de l'urbanisation potentielle dans ce lieu-là? Est-ce que l'État décide de créer une réserve naturelle dans ce coin-là, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps avant de lancer un projet. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour le mettre en place et ne pas se précipiter pour pouvoir faire des belles déclarations en disant ouais, on a planté 2 millions d'arbres. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de travailler avec, alors je me permets de le dire, avec un partenaire aussi formidable que la Maison du Monde Foundation, Mhm. parce que c'est des gens qui ont la même vision que nous. C'est des gens qui vont vraiment travailler à long terme, qui vont pas chercher à faire un euro un arbre, je sais pas quoi, enfin voilà, des choses qui n'ont pas de sens. Un arbre n'a d'intérêt que s'il est planté au bon endroit, au bon moment, la bonne espèce par la bonne personne, s'il est suivi dans le temps. Complètement. C'est la globalité du projet qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est ce qu'on fait. Et donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple de projet de terrain qu'on a actuellement qui répond à cette interaction du vivant, ça peut être par exemple au sud du Burundi. Nous créons actuellement un corridor écologique. Ok, C'est intéressant. hyper excitant. Moi, j'adore. C'est vraiment un projet merveilleux parce qu'il prend en compte le fait que entre le Burundi et la Tanzanie, il y a un flux de réfugiés qui est extrêmement important, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut faciliter, que les gens puissent fuir quand besoin est, etc., etc. Il y a également, euh, on considère environ 300 chimpanzés sauvages dans les forêts de Kibera, mais vraiment au sud du Burundi. Comment est-ce qu'on peut les protéger? Comment est-ce qu'on peut travailler sur cette cohabitation entre l'homme et l'animal sauvage? Et en même temps, ce sont des forêts qui, du fait de la situation géopolitique, géostratégique du Burundi, Mhm. ont été face à une fragmentation de l'habitat naturel de ces animaux qui est énorme. Des arbres coupés n'importe comment, mais d'un autre côté, pour manger, pour se chauffer. Donc c'est difficile. En fait, c'est trop facile d'arriver et de dire aux gens, il faut pas couper les arbres.
quand c'est pour chauffer votre famille, il faut pas tuer les animaux. Oui. Quand c'est pour nourrir votre famille, si vous n'arrivez pas avec une solution qui est à la fois viable et durable, bah alors c'est du jugement ce que vous faites. Mmh. Et dans ce que tu dis, il y a, quelque chose qui me marque, c'est effectivement la prise en compte absolument très fine de tout le tissu à l'échelle locale, de toutes les interdépendances entre les populations, les espèces, les Tout à milieux, fait. absolument nécessaire. Mais oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on aspire en tout cas à faire et je crois que nos merveilleuses équipes de terrain le font de façon extraordinaire. Et d'un autre côté, tu vois, au Jane Goodall Institute France, on a une équipe franchement incroyable, complètement folle, super sympa, OK. super déterminée aussi, et, euh, et qui permet d'agir non seulement en Afrique, mais aussi ici en France, parce que C'est c'est vrai qu'on n'en a pas encore important. trop parlé des actions sur le sol français. Je rebondis, hein, mais tu nous parlais de Roots and Shoots. Est-ce que vous avez d'autres actions en France que vous menez? Oui, tout à fait. On mène avec Roots and Shoots à la fois des projets dans des écoles, on a des partenariats avec des lieux clés comme comme le parc Sainte-Croix dans l'Est, avec qui chaque école qui vient va pouvoir visiter ce lieu qui est vraiment génial. Il faut absolument y aller, D'accord. euh, et qui va pouvoir, les écoles vont pouvoir s'impliquer dans le cadre de Roots and Shoots, vont pouvoir devenir Chimp Guardian, un gardien des chimpanzés, donc parrainer symboliquement un chimpanzé. Les classes vont avoir des nouvelles au fur et à mesure. C'est une merveilleuse façon aussi pour les professeurs de pouvoir continuer après leur visite à mettre en place tout un suivi sur l'importance de protéger la faune, la flore et d'agir pour les humains, encore une fois. Et le fait de pouvoir aborder ces trois sujets dans le cadre de différentes campagnes qu'on peut leur proposer, nous, dans le cadre du programme Roots and Shoots, je crois que ça a vraiment un effet à la fois encourageant, inspirant. Ces jeunes sont super inspirants et en plus, ils influent après, eux, au sein de leur famille. Mmh. Effectivement. Et ça me pose la question de est-ce que, finalement vous agissez beaucoup avec les jeunes sur des questions d'éducation? Est-ce que vous agissez aussi auprès des peut-être moins jeunes? Oui, tout à fait. On organise, par exemple, chaque année, avec et à la Fondation Good Planet, un week-end qui vient clôturer notre campagne qui s'appelle Le Réveil des forces sauvages, qui a vocation d'aider des associations et des projets qui œuvrent sur le terrain en France à protéger la faune sauvage et son habitat. Et en fait, donc on fait un appel à projet. Ensuite, on aide ces différents projets à pouvoir se développer, Mmh. à la fois en termes concrets, financiers, Ouais. de communication, etc. Je crois que le fait d'être soutenu par le Jane Goodall Institute, vu la j'ose à peine le dire, mais je crois que nous avons une certaine reconnaissance Tu peux le dans dire. notre expertise, voilà, qui apporte un petit peu dans ce parrainage. Et on organise au sein de la Fondation Good Planet, et cette année ce sera le 30 septembre et le 1er octobre, un week-end où on invite tout le monde à venir. Il y a des expos, des conférences, des tables rondes. On organise aussi un moment qu'on trouve hyper sympa qui s'appelle un thé en bonne compagnie, où en D'accord. fait on fait venir des gens qu'on trouve inspirants, qu'on trouve incroyables, qui font partie de notre écosystème à nous. C'est des amis du Jane Goodall Institute et qui offrent 1 heure de leur temps pour un thé avec 10 personnes. Et donc les gens payent un petit peu pour pouvoir participer à ce thé. Évidemment, l'argent va au projet de terrain Mmh. directement. Et l'idée, c'est que au lieu d'être dans une grande conférence, on prend un thé avec des personnalités super inspirantes, que ce soit l'année dernière, il y avait Yann Arthus Bertrand, Cyril Dion, Geoffroy Delorme, Yolène Delabigne, Laurent Baheu, enfin on a eu la chance d'avoir Alain Bougrain-Dubourg qui nous a fait passer un moment inoubliable. Enfin voilà, énormément de gens. Florence, qu'on appelle la bergère des collines, Mmh. vraiment énormément de gens absolument passionnants, dont le simple fait de passer 1 heure avec eux
Je vous promets, ça peut changer la vie. Parce qu'ils Incroyable. sont Ok. tellement inspirants, ils sont tellement gentils, que c'est une discussion à bâton rompu qui se met en place et je crois que ce sont des moments euh, assez sympas. Il y a énormément d'ateliers pour les familles, pour les enfants. Enfin voilà, on essaye d'organiser un week-end qui généralement a beaucoup de succès. Ok, bah écoute, c'est super. Le prochain est bientôt. 30 septembre et 1er octobre, on vous attend nombreux. Et bien, encore une deuxième invitation. Merci beaucoup Galit. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. C'était absolument passionnant. J'ai pas rebondi parce qu'on est encore parti sur d'autres terrains, mais de pouvoir parler avec toi effectivement de la place du vivant, parce qu'on sent que c'est quelque chose de très concret en fait que vous vivez. Hein, tu le disais très bien toi-même sur le terrain avec les populations locales pour la préservation des espèces. Donc je suis très enthousiaste en tout cas qu'on ait eu cette conversation ensemble. Pour finir, une dernière question pour toi, que je pose à absolument tous mes invités. Galit, c'est quoi ta vision d'un futur désirable? Waouh, pas facile. Un futur désirable, c'est un futur harmonieux, un futur respectueux, un futur généreux. Et c'est beaucoup d'espoir. On s'arrête sur ça? Avec plaisir. Merci infiniment pour ton accueil, ta gentillesse et ta bienveillance. Ben, un grand merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir joué le jeu. Certaines n'étaient pas faciles, mais j'ai appris beaucoup de choses en ta compagnie. Merci Galit. Merci beaucoup, Marie. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. À très vite dans un prochain épisode.